La délégation générale de l'Union des nouvelles générations, UNG d'Italie, en collaboration avec la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique FIDOP et le soutien du mouvement Côte d'Ivoire Libre Expression, a organisé le samedi 19 mars 2016 à Milan, en Italie, une conférence générale sur le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. 3 conférenciers étaient à la manœuvre pour décoder ce procès qualifié par tous les observateurs de procès de la honte. Il s'agit de M. Christian Vabé, président du parti politique RPCI-AC, le professeur Michel Gali, politologue français spécialiste des questions africaines, et le docteur Boga Sako Gervais, président fondateur de la FIDOP. L'honneur est revenu à M. Nayo Evaris, délégué général de l'UNG en Italie, de prendre la parole en premier pour saluer ses invités et planter le décor de la conférence. L'officiel de l'UNG a saisi l'occasion pour exhorter, au nom de sa formation politique, les Ivoiriens à l'unité face aux dérives du régime d'Abidjan et à l'arbitraire qui se joue à la Cour pénale internationale. À sa suite, M. Jean-Claude Sougnini, président du mouvement Côte d'Ivoire Libre Expression, a, à son tour, expliqué les raisons profondes qui ont motivé la création de l'association qu'il dirige. Il s'est mis, dit-il, du côté de la vérité afin d'expliquer à l'opinion internationale, surtout aux politiciens italiens et à la société civile de son pays hôte, les vraies implications de la crise ivoirienne. Ensuite, les 3 panélistes ont étalé aux résistants panafricains présents les tenants et aboutissants de la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire de 2002 jusqu'au renversement du régime de Laurent Gbagbo en 2011, avec comme cerise sur le gâteau pour les comploteurs le procès de la honte à La Haye. Nous les écoutons tour à tour. C'est un procès politique auquel on assiste. Et je vais le démontrer en 5 points. Premier point, c'est un procès politique. Second point, ces personnalités sont en réalité des otages de la communauté internationale. Troisième point, ni le président Laurent Gbagbo ni Blé Goudé ne sont des criminels. Ils sont des vrais patriotes. Quatrième point, les vrais criminels, nous les connaissons tous, ils sont à Abidjan. Le 5e point, c'est au nom de la paix en Côte d'Ivoire et de la réconciliation des Ivoiriens et des Ivoiriens, il faut libérer le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé. Réconciliation en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce qu'on peut faire la démonstration de la paix en Côte d'Ivoire sans Gbagbo? Alors, la Cour pénale internationale vient de reconnaître au président Laurent Gbagbo la qualité de démocrate. Chers amis, chers militants, chers combattants, chers patriotes, je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense que très bientôt, il fera jour en Côte d'Ivoire. Je ne dirai pas plus. Je vous remercie. Et par exemple, les Rwandais, bien mieux que moi le Rwanda, il est rare qu'un Ivoirien connaisse très bien le Rwanda ou qu'un Rwandais connaisse bien la Côte d'Ivoire. Et je vais vous montrer, à travers l'exemple parallèle entre ces 2 pays, à quel point c'est important pour le sort du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé, et de manière générale pour le procès de La Haye, dit procès de la honte à juste titre. Alors, vous trouverez sur Internet facilement un article précédent de ma part qui s'appelait le modèle rwandais du procureur Ocampo. Et vous voyez que donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on peut établir ce parallèle. Et ce parallèle éclaire en profondeur, à travers le réquisitoire d'Ocampo Bensouda, les méprises, les malentendus, mais parfois volontaires, de l'acte d'accusation de vos 2 leaders qui sont à la Cour pénale internationale. On peut établir ce que Foucault appelle une généalogie, c'est-à-dire une histoire. Il y a un arrière-plan au procès de la honte à la Cour pénale internationale. Il y a une dimension panafricaine à la fois dans la défense et dans l'accusation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? Comment le cas rwandais a-t-il été transposé via la Cour pénale internationale à la Côte d'Ivoire? C'est ce que nous allons voir. Alors, vous savez que dans l'acte d'accusation de Fatou Bensouda, on parle de plan commun et on parle en amont de politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces néologismes, ces mots bizarres qui semblent mal traduits de l'anglais,
et c'est effectivement le cas. Ça veut dire une politique d'extermination des adversaires déclinée en plan commun qui en fixe les modalités. Alors, je vais démontrer donc ce plan commun et cette politique en amont, ça existait au Rwanda, mais ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi c'est utile de démontrer cette transposition et on va voir comment ça s'est fait. Tout d'abord, je dirais que ces duplications, cette reproduction d'un pays à l'autre, c'est très courant dans les institutions internationales, c'est courant entre la France et les pays d'Afrique, et c'est courant pour les agences des Nations Unies, d'un pays à l'autre. Ce qui a marché dans un pays devrait marcher dans l'autre. C'est vrai dans les institutions, c'est vrai dans le domaine du développement, c'est vrai dans le domaine de l'humanité. Alors, l'acte d'accusation se base donc sur un comparatisme biaisé qui ne suit pas ses sources ni son pays référent. Vous n'avez pas entendu dire à Fatou Bensouda ou à McDonald ou autre que l'on parlait de la Côte d'Ivoire à propos du Rwanda, et c'est pourtant le cas. Alors, ces thèses font l'impasse sur la vie politique à l'occidental de la Côte d'Ivoire, mais aussi sur les revendications nationalistes, mais aussi sur le néocolonialisme, puisqu'il faut bien l'appeler par son nom, et ça fait l'impasse aussi sur l'ethnicité, c'est-à-dire les rapports interethniques tels qu'ils se prononcent à tel ou tel moment donné de l'histoire. Le génocide du Rwanda et la Côte d'Ivoire, dans mon introduction, je voudrais insister sur un plan dont je parlais tout à l'heure à mes amis et collègues, c'est qu'il y a des milieux et des auteurs ivoiriens, africains, italiens, français, qui me semblent extrêmement dangereux, dont j'ai pu parler à des anciens responsables comme le regretté Miaka Oureto à Paris, vos leaders actuels comme Laurent Marcoux, et un certain nombre d'intellectuels, jusqu'à d'ailleurs votre président. C'est ce que l'on appelle les négationnistes du Rwanda. Les partisans des Hutus rwandais prétendent qu'il n'y a pas eu de génocide. Or, tout le monde sait qu'il y a eu, quels que soient les chiffres, entre 800 000 et 1 million de Tutsis. Et ça coquine, si vous me passez l'expression, avec donc les Hutus génocidaires. Et ce faisant, ils établissent un parallèle inverse entre le Rwanda et la Côte d'Ivoire, mais ils marquent votre président et votre camp du côté des génocidaires et des négationnistes autour, et ça me semble extrêmement dangereux, donc je m'en éloignerai le plus possible. Ce qui s'est passé au tribunal pour la Yougoslavie, ce qui s'est passé au tribunal pour le Libéria, ce qui s'est passé au tribunal pour le Rwanda, c'est la jurisprudence, c'est les décisions, les formes d'accusation qui sont en cours en ce moment à la Cour pénale internationale où sont jugés vos deux leaders. Et c'est pourquoi c'est extrêmement important de comprendre ce qui s'est passé. Et comment ce schéma rwandais a-t-il été transposé en Côte d'Ivoire? Alors, comme je l'ai dit, on a parlé de guerre préventive à cause d'un génocide évité. Ce sont des arguties. Il n'y a pas eu, comme vous le savez, de génocide en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de politique de préparation d'un génocide en Côte d'Ivoire, ni même, ce qui est reproché exactement au président Laurent Gbagbo à Charles Bigoudé, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre ou de massacres de civils. Et l'argumentation de la Cour pénale internationale, la justification d'intervention militaire du renversement des régimes, c'est qu'il y a eu certes des violences, qu'a dit Ouattara à d'autres occasions, pour éviter de plus grandes violences. Et d'où vient cette sorte de raisonnement pervers, de rhétorique malsaine? À mon sens, ça rappelle les événements de 2004 à l'Hôtel Ivoire. C'est vrai, disent les responsables de l'époque chiracienne, je vous rappelle, on a tué une centaine d'Ivoiriens, on en a blessé des milliers, mais pour éviter un plus grand massacre. Donc vous voyez d'où vient la rhétorique ouattarienne, ouattariste, ça vient tout droit des officines, à mon avis, de l'armée coloniale française qui n'a pas vu passer le temps et qui fournit clé en main à la fois l'imaginaire et la pratique, la rhétorique et les armes. Et alors, moi j'ai proposé quelque chose, c'est que cette politique et ce plan commun, ce soit en fait l'autre camp qui l'ait développé de manière implicite, et je l'argumente par ce qui est arrivé après le 11 avril 2011, et tuerie, parce que si vous avez, peu long, mais je suppose que l'ouvrage est là, le rapport
de la commission d'héritage, justice et réconciliation de Konambani, on parle de 7500 victimes, mais si vous parlez, à commencer par Konambani lui-même avec les auteurs, on vous parle du double de 16 000 victimes. Hein. Donc qui c'est qui a commis un massacre? Qui c'est qui a commis des crimes contre l'humanité? Qui c'est qui a assassiné des civils? Hein. C'est bien le camp adverse. Mais je vais développer 3 petits points. Le premier point, je veux dire finalement, la question de l'élection, c'est invité à la CPI. Oui. Qui a gagné l'élection? La question de qui a gagné l'élection, c'est invité à la Cour pénale internationale. Deuxièmement, c'est important que je dise un mot là-dessus. Deuxièmement, même la question du patriotisme, c'est invité aussi à la CPI. Finalement, être patriote, est-ce que c'est être ivoiritaire et tout cela? Donc je vais dire un mot là-dessus. Et puis troisièmement, moi de mon point de vue, quand j'ai fini d'écouter Sam l'Africain, en réalité, la procureure de la CPI doit démissionner. Pour ce qui est du premier point, chers amis, on va faire un schéma très simple. Le premier tour de l'élection présidentielle de 2010 a eu lieu le 30 octobre 2010. Sur les 14 candidats, 2 sont retenus prioritairement. Laurent Gbagbo est le numéro 1, le deuxième s'appelle Alassane. On va au second tour, nous sommes le 28 novembre 2010. Très bien. À l'issue de l'élection, la Côte d'Ivoire devient un cas unique au monde, avec 2 présidents déclarés. On est d'accord, hein? L'un est reconnu par le Conseil constitutionnel comme vainqueur de l'élection, c'était le 3 décembre 2010. Donc le 4 décembre, il prête serment. J'ai eu la chance, j'étais au palais ce jour-là. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez c'est à partir de là que finalement je me retrouve en exil parce que j'ai été très tranchant. Et vis-à-vis de l'ONU, etc., pour dire qu'il n'y a pas 2 présidents dans ce pays-là. Hein, c'est un peu ça. Je me rappelle très bien de cette déclaration. Donc un président est reconnu par le Conseil constitutionnel. L'autre est proclamé vainqueur par la communauté internationale. 2 présidents, 2 républiques. Vous savez pourquoi c'est important? Qui a gagné l'élection? Mais pourquoi c'est important de savoir qui a gagné l'élection? Madame Bensouda ne veut pas qu'on en parle. Mais si on n'en parle pas, on a fait faux. Pourquoi on a fait faux? Parce que si Laurent Gbagbo a gagné l'élection, la réaction des forces de défense et de sécurité, la réaction des FDS, donc la réaction des patriotes, elle doit être appréciée différemment quand ce n'est pas lui qui a gagné l'élection. Regardez très bien le raisonnement que je suis en train de faire. Parce qu'en fait, c'est ça le problème de fond. Si Laurent Gbagbo a gagné l'élection, c'est que tout ce qu'il a posé comme action devient légitime. Parce qu'il était attaqué depuis 2002. Et ça s'est aggravé en 2010, après l'élection. Après donc début 2011. En ce moment-là, le camp Ouattara devient un camp rebelle. Par contre, si c'est Ouattara qui a gagné l'élection, en ce moment, Laurent Gbagbo devient un criminel, un mauvais démocrate, quelqu'un qui a perdu l'élection et qui s'accroche au pouvoir. Donc en réalité, la CPI veut nous dire qu'il faut esquiver la question de l'élection. Dans n'importe quel pays du monde, quand on dit qui a gagné l'élection, ça se passe comment? Vous voyez, quand ils parlent de Laurent Gbagbo, ils disent que en réalité c'est un mauvais perdant et que l'élection se gagne dans les urnes. Oui, le peuple a voté. Mais qui est habilité dans le pays à donner le résultat du peuple? C'est ça la question de fond. Qui est habilité? Qui est habilité à le faire? Quand le peuple s'est prononcé, qui donne le résultat et puis qu'il donne à ce résultat-là son onction de légalité, de valeur? C'est l'arbitre. Et l'arbitre suprême dans l'élection de mon pays, c'est le Conseil constitutionnel. À partir du moment où il se prononce pour dire que Laurent Gbagbo a gagné l'élection, chers amis, franchement, je suis désolé, mais les urgences sont fort closes. À la fin de la cérémonie, nous avons tendu notre micro aux organisateurs. L'idée d'organiser une grande conférence en Italie pour mobiliser et informer tous les Ivoiriens sur la situation, l'évolution du procès de la honte à la CPI.
Et nous, ce soir, nous voulons remercier à travers le canal Évènement Touvou, tous les camarades qui sont venus se rejoindre, qui sont venus nous rejoindre, le professeur Gali, le professeur Babé, le docteur Boga lui-même, pour animer cette conférence qui a été vraiment un succès, et un succès plutôt pour la délégation qui est naissante et qui est en train de travailler sur le terrain. Nous appelons tous les Ivoiriens à nous rejoindre, parce que nous sommes dans une situation où la Côte d'Ivoire, sinon je dirais l'Afrique est jugée. Et nous avons besoin du concours de tous les Africains et des Ivoiriens pour pouvoir combattre, pour pouvoir battre le pavé pour la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Moukouni. Je vous remercie. Je suis Jean-Claude Soumini, président de Côte d'Ivoire Libre Expression. Depuis la crise ivoirienne, nous avons décidé, en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Africains, de faire comprendre la réalité de cette crise aux Italiens. Alors, toute occasion qui nous est donnée de parler de la crise, de parler de la Côte d'Ivoire, nous avons toujours encouragé, nous avons toujours contribué et participé. Alors, à cette occasion, à l'occasion de cette conférence, nous avons trouvé l'opportunité de faire comprendre aux Ivoiriens et aux Africains la nécessité d'un combat mutuel pour libérer l'Afrique du joug colonial. Donc pour cette conférence, nous avons, sans réfléchir, décidé de soutenir, d'appuyer pour permettre à nos illustres invités de pouvoir expliquer la situation de la Côte d'Ivoire et surtout de pouvoir expliquer le procès de la honte qui se passe en ce moment-là.